Alors bonjour à tous, bonjour Junaid. Salut. Alors aujourd'hui on va parler d'éducation. Donc Junaid, j'ai quelques questions pour toi. Alors j'aimerais savoir déjà ce que tu penses de l'éducation en France. Si tu es plutôt du côté des personnes qui pensent que l'éducation nous bride ou l'éducation nous permet d'avancer. Quel type d'éducation tu prendrais? Si on pourrait parler aussi des sujets d'éducation un peu plus particuliers, par exemple Montessori, etc. Ce que tu en penses? Ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, c'est vrai que l'éducation, c'est un grand sujet. D'ailleurs, une de mes citations préférées, c'est la citation de Nelson Mandela, qui dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et je suis complètement d'accord avec cette phrase, et tout commence dès l'enfance. Qu'est-ce que je pense de l'éducation actuellement? C'est la pire des manières d'éduquer quelqu'un. C'est-à-dire l'éducation française, par exemple? Principalement, et pas seulement, la plupart des systèmes éducatifs qui existent dans le monde sont similaires, plus ou moins, quoi. On fait on bourre d'informations dont l'enfant n'est pas prêt à accueillir, en fait. Alors que si on suit l'intuition de l'enfant ou l'instinct ou la volonté de l'enfant, on aura beaucoup plus de facultés, d'habilités à lui enseigner beaucoup. D'ailleurs, c'est le principe des écoles alternatives, Montessori, quoi que ce soit. Je ne connais pas exactement comment ils fonctionnent, mais si par exemple l'enfant est intéressé par savoir comment la nature fonctionne aujourd'hui, ils vont faire un cours sur la nature. Ouais. Et d'ailleurs, ça, je me suis rendu compte que c'est pas seulement valable pour l'enfant, c'est également valable toute notre vie. Je me suis rendu compte que j'ai appris l'anglais, que j'ai adoré les sciences après avoir fini mes études. Donc, je finis mon master. Au lycée, je comprenais rien. J'ai fait quand même un bac plus 5 tout en sachant toujours pas parler anglais. Pourtant, après ça, je m'intéressais à un documentaire qui n'était disponible qu'en anglais, mais ça me passionnait tellement que j'ai tout appris en anglais. Donc, parce que j'étais intéressé. Donc, en une année. Tu as eu un intérêt particulier pour cette chose-là. Et du coup, tu t'es mis à apprendre l'anglais directement. Et sans me dire, tiens, je m'assois, j'apprends l'anglais aujourd'hui. À aucun moment ça a été comme ça. Genre, à un moment donné, c'était, tiens, j'aime beaucoup. Ouais. Genre, premièrement, il y avait un ami, donc Lanceau, si tu regardes cette vidéo, tu sais très bien que c'est grâce à toi, précis. En gros, il m'envoyait des articles en anglais en pensant que je comprenais l'anglais. Et moi, genre, j'aimais tellement discuter avec lui que je voulais pas perdre la face. Je me dis, tiens, faut que je comprenne ce qu'il dit. Donc, Donc, j'ai lisé l'article 3-4 fois, jusqu'à ce que je comprenne et que je puisse discuter avec lui. Mais il s'est pas rendu compte qu'en fait, il m'envoyait des articles alors que je comprenais pas les articles. Il fallait que je les lise 3 ou 4 fois, tu vois. Ouais, je lui dis, tu sais, c'est grâce à toi que j'ai appris l'anglais. Donc, j'aurais dit. Et, c'est toujours tiré vers le haut, d'ailleurs, comme ça, sur plein de choses. Et, petit à petit, en fait, comme pour, quand je disais que je voulais expliquer à quelqu'un, l'enjeu était tellement trop important pour moi. Là, l'enjeu, c'était quoi? C'est que je voulais tellement avoir cet échange avec lui sur l'article que pour moi, il fallait que je comprenne l'article. C'est pas je comprends pas l'anglais, je le mets de côté. Donc, j'avais vraiment un véritable objectif, un véritable intérêt à vouloir parler anglais. D'accord. Maintenant, l'éducation, qu'est-ce que j'en pense? Il est vraiment ultra mal foutu. Déjà, faire asseoir des élèves toute la journée pendant 7 heures sur une chaise. Ouais, je pense pas que ce soit le bon plan. Faut arrêter ça. Faut tout de suite arrêter ça. Pour moi, déjà, les salles de classe ne devraient pas exister. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie c'est dehors. Parce que quand t'es à 6 ans, quand t'as CP 6 ans, quand t'as 7 ans, les additions c'est bien, mais déjà t'as pas besoin d'avoir 7 ans pour les comprendre. À 4 ans, t'es capable de faire des additions. Ton cerveau est capable de faire des additions. Donc, je pense que même en termes de niveau, on n'est vraiment pas sur des bonnes. Ah non, rien à voir. Moi, je pense que l'une des raisons principales pour laquelle on veut pas que les enfants sortent du système éducatif, c'est pas parce qu'on a peur qu'ils deviennent cons, c'est parce qu'on a peur qu'ils deviennent des surdoués. Qui était trop intelligent. Donc il y a un blocage. Ouais, il y aura un blocage parce qu'il pourrait remettre en question la société et l'autorité. Et ça dérange. D'accord. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait croire que les gens qui vont suivre l'éducation ailleurs vont souvent avoir une mauvaise éducation. Alors qu'à l'inverse, tout démontre que c'est pas vrai. Alors oui, il y a des cas à part de certaines personnes quand ils ne suivent pas une éducation, c'est mauvais parce que leurs parents aussi n'ont pas suivi une bonne éducation. Mais c'est le problème, il est beaucoup plus en amont. Mais quand il y a des parents qui savent que l'éducation de l'enfant c'est important, qu'il y a d'autres manières d'éduquer beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus ludiques, qui vont permettre à l'enfant de mieux retenir, on se rend compte que les enfants apprennent beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Beaucoup plus simple. Ouais. Une des enseignantes, Céline Alvarez, je crois, il me semble qu'elle s'est fait virer du corps enseignant parce qu'elle dérangeait, parce que les enfants à 4 ans, ils savaient parler peut-être 2 langues, ils savaient jouer un instrument de musique. Donc on voit en fait que l'enfant est capable de merveilles. Et en plus, l'enfant peut apprendre jusqu'à 4 langues avant ses 7 ans. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est bien connu qu'on en prend beaucoup mieux à cet âge-là. Et en s'amusant, c'est vraiment important. Quand on observe la nature, on se rend compte que l'amusement, c'est vraiment le facteur numéro 1 de l'apprentissage. Quand on regarde les bébés, les lionceaux, ils jouent. C'est en jouant entre eux, en se battant, qu'ils apprennent à chasser. Et c'est vraiment le facteur principal présent dans tout apprentissage, c'est quand on s'amuse. Donc si ce que tu fais ne t'amuse pas, tu vas avoir du mal à l'apprendre.
Tu vois, ce que tu t'apprends, ça te passionne pas, tu auras du mal à apprendre. C'est fou parce que je suis en train de faire un lien là, il y a un petit lien sur la vidéo qu'on a fait sur la mémoire. Ça rejoint totalement du coup notre manière différente d'apprendre la chose et de la retranscrire. Ouais, et j'adore l'image qui illustre quand il y a un éléphant, un singe, un poisson et qu'il y a un prof qui dit grimpe à l'arbre. Ouais. Tu vois, cette image, elle est géniale. Possible, ouais. Je sais plus qui, mais cette image, beaucoup ont dû la voir et c'est exactement ça en fait. Si l'éléphant, il va pas grimper. L'éléphant, sa force, c'est à la rigueur renverser l'arbre, tu vois. Ouais. Si t'as besoin qu'on renverse l'arbre, demande à l'éléphant qui renverse l'arbre. Ça, c'est sa force. Par exemple, c'est prendre un fruit. L'éléphant, au lieu de grimper, il va le prendre avec sa trompe. Avec sa trompe, ouais. Le singe va aller grimper. Le résultat est le même. La manière d'accéder est différente. Mais il y en a un, mais aucun des deux n'a galéré. Peut-être que le chemin du singe paraît plus long. Et le chemin de l'éléphant paraît plus court, mais non, en fait, c'est juste qu'ils ont des prédispositions différentes. Le singe ne s'est pas plus fatigué. Ouais. D'utiliser sa force. Exact. Le singe ne s'est pas plus fatigué que l'éléphant. Tu vois. Ouais. Et souvent, ça, c'est une mauvaise croyance, c'est de penser que parfois, une méthode d'apprentissage plus courte est une meilleure méthode d'apprentissage. D'accord, ouais, je vois. C'est pas parce que c'est rapide que c'est adapté pour toi. Je vais faire un petit lien avec un dessin animé que j'ai beaucoup apprécié. Dans Kung Fu Panda. Ouais, j'adore. J'adore. À la fin, il y a le maître, alors j'ai plus le nom, le maître fou, je sais plus. Lequel? Qui explique, c'est le lémurien là. Ouais, mais c'est dans Kung Fu Panda combien? Le 1? Je crois que c'est le 1, ouais. Ouais. Et du coup, il essaie de comprendre comment apprendre à un élève. Et en fait, à la fin, la leçon, qui est juste géniale, hein, c'est qu'il faut lui apprendre à être lui-même. Ouais. Et du coup, pour le coup, Po, qui est le panda, devient un véritable maître ninja, simplement parce qu'il apprend à travailler avec son corps, avec ses prédispositions. Parce qu'il adore manger. À rouler, parce qu'il adore manger, parce que voilà, il est fort, mais d'accord, il n'est pas très gracieux, etc. Mais il arrive énormément à s'en sortir. Je sais, c'est peut-être pas la meilleure référence. Non, c'est une très bonne référence. C'est Kung Fu Panda, moi j'adore. Il y a Kung Fu Panda, pour moi, c'est l'apprentissage, une philosophie de vie géniale, quoi. Oui, les trois, j'ai adoré, quoi. D'ailleurs, il y a un moment dans le Kung Fu Panda 3, peut-être on spoil un petit peu pour certaines personnes qui n'ont pas encore vu. Oui. Genre, il retrouve sa communauté de pandas et en fait, il avait souvent tendance à manger ses brioches avec les baguettes. Oui. Et quand il voit que les autres pandas, ils mangent les brioches avec leurs mains, ouais. Et là, d'un coup, tu dis, oh, je savais que j'étais pas au maximum de mon potentiel. Tu vois, genre, ça paraît évident. Genre, sur le coup, ça me fait rire cette scène parce que. Exactement, on lui a toujours dit de manger avec les baguettes. Alors que lui, il se rend compte, il dit, je savais que j'étais pas au maximum de mon potentiel parce que tous les pandas mangent avec leurs mains, lui, il mange avec ses baguettes. Et il dit, mais je peux manger 2 fois plus de pain comme ça, tu vois. Il a une capacité de manger 2 pains. Ouais, c'est exactement ça. Au contraire, c'est un exemple parfait. Et en plus, vu qu'on parle de l'éducation et que les enfants, faut les enseigner. Regarde Kung Fu Panda, c'est vraiment génial. Et, regardez Kung Fu. Ouais, vraiment, c'est très drôle. Vraiment, un des rares films et dessins animés que j'ai regardé plus de 3 fois. Et donc voilà. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je m'y prends avec mon enfant? Alors, écoutez-le. Vraiment, c'est l'exemple numéro 1. Enfin, j'ai pas d'enfant, je suis pas vraiment bien placé pour comment en tant que parent donner un conseil aux enfants, mais j'ai quand même longtemps travaillé avec les enfants et j'ai beaucoup étudié la psychologie des enfants, etc. et tout. Et par expérience, il faut vraiment écouter l'enfant, il faut l'observer. Moi, je suis toujours émerveillé quand, par exemple, mon neveu, il arrive à trouver le moyen de détourner pour faire quelque chose. Ouais, quand sa mère, ça l'énerve, moi, ça m'émerveille. Très souvent surprenant. Ouais. Tu vois, moi, ça m'émerveille. Je me dis, waouh, quoi. T'as vu quand même ce qu'il a fait, tu vois. Genre, elle me dit, ouais, mais non, ça me touche. Non, mais t'as vu ce qu'il a fait quand même. T'as vu cette réflexion, cette capacité qu'il a fait. Faut mettre ça en avant. Ouais. Et en fait, l'enfant a déjà des prédispositions. Souvent, on essaie de le faire entrer dans notre Inder. C'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de la raison à 7 ans. C'est pas l'âge de la raison, c'est-à-dire il a raison, R-A-I-S-O-N. C'est l'âge de la raison au niveau de la résonance. C'est-à-dire que l'enfant rentre en résonance avec mon éducation. Il rentre dans ce qu'on appelle la normalité, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de la raison. Il y a 2 sens cachés. Donc on pense que maintenant c'est bon, il a trouvé la raison, mais en même temps il est rentré en résonance avec ce que je voulais. Mais quand l'enfant ne va pas dans le sens de comment on veut, pour nous c'est pas un enfant bien éduqué. Mais l'objectif de l'enfant, c'est pas d'éduquer, c'est de l'élever. Donc déjà, il y a une différence très importante. C'est pas de dire à l'enfant, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Si on se concentre beaucoup plus les enfants à guérir leurs blessures, à apprendre à découvrir leurs émotions, à écouter leurs émotions, à décrire leurs émotions, on aura vraiment une génération d'enfants extraordinaires. Ah oui, extraordinaires. Et je suis intimement persuadé et convaincu que il faudra qu'une génération pour changer tous les systèmes de pensée du monde. Et surtout qu'on aura des enfants, on aura un conseil des enfants qui des gamins de 10 ans nous trouveront des choses que nous n'aurions jamais pensé. Tu penses que
on a un futur plutôt propice pour nos enfants? Ah, clairement. Je crois qu'il n'y a pas mieux comme futur pour eux. Ouais. Genre, c'est vrai que d'apparence, ça paraît chaotique parce qu'ils sont devant des écrans, etc. et tout. Quand même toute cette histoire de l'écologie, tous les écrans, tous les problèmes de religion. Je te passe tous les. Je veux dire, on est dans un monde aujourd'hui. Je sais qu'il y a énormément de bons, mais on nous montre beaucoup de mauvais. Et le fait de montrer beaucoup de mauvais peut influencer nos enfants et nous influence nous-mêmes. Alors eux, encore plus. Alors, j'aimerais bien sortir. Ouais, genre, il y a deux choses, il y a deux éléments. Je vais rebondir sur ce que tu dis. La première chose que j'aimerais bien dire, c'est qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est vrai. Et actuellement, on a tendance à se concentrer sur l'arbre qui tombe. Alors derrière, toute une forêt qui pousse. Donc ça, c'est vraiment la métaphore que j'utilise pour dire il y a beaucoup de belles choses qui se passent actuellement dans notre monde. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a des millions d'initiatives à travers le monde qui sont prises. C'est juste une question d'organisation et d'harmonisation avant qu'on arrive à faire un gros déclic. Et le jour où on y arrivera, ce sera un bon quantique qu'on fera en fait vers un nouveau système. Le deuxième élément, c'est le cerveau a une manière de fonctionner. Je vais prendre un exemple très 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 simple. Quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures ou un sac ou une veste, tu as l'impression que tout le monde a la même veste bizarrement. Quand tu t'intéresses à une voiture, tu as l'impression de voir cette voiture partout. Je sais pas, tu as déjà fait le jeu de la Twingo, quand tu vois une Twingo, tu envoies un coup de poing. Bizarrement, tu as l'impression de voir que des Twingo partout pendant longtemps. Tu vois, genre, tu as l'impression de voir des Twingo partout. Putain, il y a plein de Twingo, j'en peux plus, tu vois. Parce que tu focalises ton attention. Tu focalises ton attention là-dessus. Et c'est là, en tant que parent ou adulte, quand on est face à faire des enfants, c'est de faire en sorte que l'enfant se concentre sur ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de positif. Donc tu veux focaliser les enfants sur ce qu'il y a de bon, c'est ça? Ouais, parce que d'eux-mêmes, ils auront suffisamment du recul pour le faire naturellement. Donc ils se concentrent sur ce qu'il y a de meilleur, ils pourront avoir de la reconnaissance, de la gratitude. Et la gratitude, c'est un facteur très important pour calmer l'esprit de l'enfant. Après, il y a d'autres choses, comme l'alimentation, comme la manière... Est-ce que tu n'as pas peur, du coup, de faire d'une génération d'enfants un peu naïfs, un peu, j'ai envie de dire simplet, mais c'est-à-dire trop gentils? Innocent? Innocent, c'est ça le terme. Innocence, ça pas de problème. C'est à nous de les protéger de leur innocence pendant un moment. C'est là notre rôle d'adulte, c'est les enfants, préserver leur innocence le plus longtemps possible. Parce qu'un enfant qui perd son innocence jeune, c'est quand même un traumatisme, c'est quand même un trouble, c'est quand même un choc. Donc non, oui, il faut garder cette innocence-là, parce que d'ailleurs, c'est cette innocence-là qui rend beau. L'enfant ne sera pas forcément naïf, ne sera pas forcément crédule, mais c'est son innocence. Et d'ailleurs, pour ces personnes innocentes, il y a même des adultes innocents que j'ai envie Moi, ces gens-là, ils m'inspirent, je les trouve géniaux, tu vois, genre, parce qu'il y a de ce qu'il y a de beau dans l'humain, en fait. Ouais. Ils sont pas forcément naïfs, ils sont là, on sent leur innocence, on leur dit, mais t'as pas peur? Mais en fait, non, ça se passe bien pour eux. Parce que, en fait, les gens, ils ressentent cette bienveillance. On a naturellement une bienveillance envers les gens innocents. On a toujours cette volonté de se mettre à la place du sauveteur, de protéger, du protecteur. Quand on voit quelqu'un d'innocent, on a envie de le protéger. C'est plus fort que nous. Et donc non, au contraire, il faut préserver cette innocence, c'est même une belle chose, tu vois. Et c'est cette innocence-là qui va toujours apporter une nouvelle approche dans notre manière de voir nos problèmes. Moi, je recommande souvent aux parents de demander à leur enfant des conseils. Ouais. Même si l'enfant va dire de la merde, écoutez-le, parce qu'il va vous dire, ça vous paraît tellement aberrant, vous allez peut-être en rire de votre problème, et rire de votre problème va peut-être vous permettre de prendre du recul. Tu vois, il y a toujours, c'est peut-être que l'enfant va rien dire, peut-être que l'enfant il va dire un truc, mais qui n'a rien à voir. Ouais. Mais rien à voir avec votre problème actuel. On a tendance à se dire qu'on apprend que des plus vieux ou que des jeunes personnes plus expérimentées. On apprend tellement des personnes qui sont simples, comme des enfants, quoi, qui sont un peu purs, qui n'ont pas encore été éduqués à certains sujets, qui peuvent apporter une réponse tellement simple et tellement efficace, quoi, qu'on n'avait même plus pensé à réfléchir. Ben, ils ont une perception du monde qu'on n'a pas. Ouais, c'est exactement. Et parce que nous, on commence finalement avec l'âge, avec les études, on commence à avoir une certaine vision du monde parce que c'est comme ça qu'on a décrit le monde vis-à-vis de l'éducation. Mais l'enfant, il n'a jamais décrit le monde. Donc moi, pendant longtemps, pour un exemple, j'ai grandi à Avignon. Donc Avignon, c'est un centre-ville avec des remparts tout autour. Et pour moi, tous les centres-villes du monde avaient des remparts. Bah oui. Tu vois? Genre, on va en ville, je me dis, mais c'est pas la ville, il n'y a pas de remparts. Tu vois, la première fois que j'ai changé de ville quand j'étais petit, ça peut pas être de centre-ville, il n'y a pas de remparts. C'était la seule centre-ville que j'avais vue pendant longtemps. Pour moi, centre-ville, il y a des remparts et des pavés. C'est l'image que j'avais du centre-ville. Et le jour où tu apprends que le centre-ville, c'est pas ça, tu dis, ah merde, tu vois, genre, tu vois à quel point, en fait, t'es conditionné par ton enfance. Et quand tu t'échanges avec des enfants, moi d'ailleurs, quand il y a des repas de famille, je m'assois jamais à la table des parents, je m'assois toujours dans la table des enfants. C'est tellement génial. Ils parlent pas de problème et ils te racontent des anecdotes. Tu regardes leur monde, tu dis putain c'est génial. J'aimerais tellement voir le monde comme toi. Tu vois genre pendant ils sont positif, ouais ça baigne dans l'innocence. T'as pas de prendre la tête. Tu parles pas de sérieux. Laisse-moi tranquille. Ils sont plus drôles les gosses quoi. Ils sont plus joyeux.
Genre, c'est un bon moment, quoi. Ouais, genre, tu vois, en mode, tu vois les comportements quand tu dis ouais, et les questions qu'ils te posent, comment tu réponds aux questions, et comment tu réponds sur la question, et tu me dis ah mais non, et c'est juste magique, tu vois, ça, t'apprends beaucoup en fait, t'apprends beaucoup, et surtout tu te rends compte du rôle que tu peux exercer vis-à-vis des enfants, et du rôle de protection que tu peux avoir vis-à-vis d'eux, d'exemple que tu peux avoir vis-à-vis d'eux. Et surtout ne pas détruire l'enfant, quoi. Essayer de le construire, de le faire bâtir quelqu'un de meilleur. Et je pense que ça va être la clé de toutes les choses. C'est la principale priorité numéro 1 des parents, ça va être d'apprendre à explorer les émotions d'un enfant. Donc ça serait le conseil numéro 1 que tu donnerais. Ouais, explorer les émotions des enfants. Laissez, quand un enfant il s'émerveille, émerveillez-vous avec lui. Quand il s'amuse, amusez-vous avec lui. Quand il s'énerve. Décrire l'émotion de la retrouver. Décrivez-le pareil. Quand l'enfant est énervé, posez la question pourquoi tu es énervé? Pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu te sens bien? Tu vois, genre, laisser l'enfant s'exprimer complètement son plein potentiel d'émotion, parce qu'au mieux il connaîtra ses émotions, au mieux il se connaîtra lui-même. Et un enfant qui se connaît, il n'y a pas mieux qu'un enfant un enfant qui se connaît aura confiance en lui ou en elle toute sa vie. En tout cas, cette personne-là, cet enfant saura sortir beaucoup mieux que des personnes où on leur a toujours dit de faire comme ci, comme ça, alors que le jour où il y aura un imprévu, ils ne sauront pas faire parce qu'ils n'ont pas appris. Ouais. Ils seront en stress. Donc, ils découvrent leur stress, ils découvrent un schéma émotionnel et ils vont se retrouver en mode en panique, quoi. Et ils vont vouloir retourner dans une zone de confort. Alors que l'enfant qui se connaît, il est indépendant de tout ce qui se passe à l'extérieur. Il sait comment il va réagir au fur et à mesure. Même s'il n'a pas conscience forcément de ça. Ouais, bien sûr, oui. Moi, j'avais pas conscience que le centre-ville, c'était pas juste des remparts. Oui. Mais c'était intégré, voilà. C'est intégré, c'est découvert. Voilà. Naturellement, c'est la première découverte. Exact. Tu nous as beaucoup parlé de confiance en soi. Ça me semble être un sujet quand même assez important. Est-ce que tu pourras décrire un petit peu plus? Parce que pour moi, la confiance en soi, c'est plus lié à l'expérience. C'est-à-dire que tu as parlé de sentiments et pour ça, je suis quand même assez d'accord. Quand on sait se contrôler soi-même, ses sentiments, son ressenti, qu'on est capable de comprendre l'autre en face, dans nos expériences, naturellement, on va avoir plus de facilité à des réussites et à prendre en compte l'échec. Est-ce que tu penses du coup que l'expérience a un réel intérêt dans la confiance en soi, dans la construction d'une personne, et du coup si elle est bien associée ou non aux sentiments? Est-ce que tu partages mon avis? Probablement que l'expérience va renforcer la confiance en soi, mais je ne pense pas que c'est l'expérience qui fait le facteur numéro 1 de la confiance. Déjà, il faut aussi comprendre c'est quoi la confiance. Donc c'est quoi avoir confiance en soi, c'est quoi avoir confiance aux autres. C'est vraiment un mot vague, on utilise à tout va mais on ne sait pas vraiment le décrire. Et chacun va en avoir sa propre interprétation. Mais plutôt que d'expliquer le mot confiance, on va essayer d'expliquer c'est quoi le manque de confiance en soi. Et comment les gens décrivent le manque de confiance en soi. C'est souvent, j'aimerais bien avoir plus de courage, j'aimerais ne pas avoir peur, j'aimerais ne pas douter. Ouais, je vois. Tu vois. Et souvent, la confiance en soi se traduit par du coup l'absence de peur et de doute. Et ça, c'est une mauvaise croyance. Avoir confiance et le courage, c'est pas l'absence de peur et l'absence de doute. Avoir confiance en soi et avoir le courage, c'est maîtrise un peu de ces deux. C'est malgré que j'ai peur, je continue. Je sais que j'ai peur, c'est pour ça que je le fais. D'accord. J'aime bien une phrase qui dit le courageux n'a peur qu'une fois. Le trouillard a peur 1000 fois, je crois. Il meurt 1000 fois. Toujours. Ouais, parce qu'en fait, tant que tu ne passes pas à l'action pour confronter ta peur, cette peur reviendra tout le temps et ça te dissuadera. Mais le mec qui passe à l'action, il a aussi peur. Soit qu'il veut mettre fin à cette peur en l'affrontant. D'accord, ok. Donc moi aujourd'hui, on me dit souvent que j'ai confiance en moi, etc. et tout. Possible, je pense avoir suffisamment travaillé pour avoir confiance en moi dans certains éléments. Mais tu continues d'avoir peur. Et je continue de douter tous les jours. Mais tous les jours. Tous les jours, il y a le doute, tous les jours, il y a les peurs. Mais en fait, l'expérience, ça sert à ça. L'expérience, c'est que par expérience, à chaque fois que j'ai eu peur et j'ai confronté cette peur, il y a du bon qui en est ressorti. Et c'est là que l'expérience vous aide. C'est à force de le faire, à force de le faire, c'est que moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu peur et que j'ai pris la bête par les cornes, la peur s'est dissipée, j'ai gagné plus de confiance en moi. Et en plus, tu as gagné une super expérience, tu as fait Exactement. Donc, faut pas lutter contre la peur, faut pas lutter contre le doute, faut l'accueillir et le comprendre. Et bien souvent, la peur est un indicateur. Souvent, elle nous protège. Elle va nous protéger. Donc, il faut comprendre que la peur, c'est quand même bienveillant. C'est une émotion bienveillante. Ça nous protège de l'inconnu. Ça nous protège du danger. Donc, la peur va toujours se manifester pour nous protéger. Mais si on embrasse la peur en mode c'est pas grave, même si on a peur, on va avancer, on va essayer de surpasser ça. Mais en fait, la peur fait partie de nous. On aura toujours peur, on sera toujours triste, on sera toujours heureux. Ces choses-là vont partir. On peut pas éliminer la peur, on peut pas éliminer les émotions de notre corps. Ça fait partie intégrante. Il faut savoir les accueillir et les accepter, c'est ça. Ouais, et danser avec. Parce que quand tu as la peur qui se manifeste, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Parce que derrière chaque peur se révèle une partie de nous beaucoup plus puissante, beaucoup plus lumineuse. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment… donc l'expérience à ça, à force d'expérience, on finit par comprendre que derrière chaque peur se cache un potentiel dont j'ignore les bénéfices, ouais, que ça va apporter dans ma vie. Donc à chaque fois que j'ai peur, je me dis justement, je vais essayer de confronter cette peur pour savoir ce qui se cache derrière. Donc c'est même devenu un indicateur, la peur et le doute sont des indicateurs de sagesse, j'ai envie de dire. Parce que celui qui ne doute pas, il a des soucis à se faire. Ouais. Et celui qui doute trop, il n'avancera jamais. Donc le doute permet de faire avancer, la peur permet de faire avancer, et à la fois c'est protecteur et bienveillant. Et du coup, tu dis doute trop, mais comment on sait à quel moment on doute trop? Souvent ça arrive la veille d'une décision. Ouais. Genre moi ça arrive souvent quand je veux créer une boîte, que je veux lancer un projet, on en a déjà discuté en plus. Ouais, bien sûr. C'est je doute juste avant en mode merde, est-ce que je suis capable de le faire? Pourtant j'ai fait l'expérience, j'ai déjà créé plusieurs boîtes et tout. Je me dis pourquoi je doute encore? J'ai testé. Ouais, c'est ça parce qu'en fait on a peur d'échouer, on a peur de se tromper, on sait que c'est engageant et en fait le doute permet juste de me dire est-ce que t'es sûr? Tu vois, le doute sert à ça, en mode est-ce que tu es sûr? Bon, on va essayer de résumer un peu tout ce qu'on a vu. On a vu les émotions, l'éducation de l'enfant, l'avenir pour nos enfants, est-ce que le système éducatif est adapté, qu'est-ce qu'il faut développer en priorité. Donc on a parlé de d'abord prioriser quoi qu'il arrive l'intelligence émotionnelle, d'apprendre à l'enfant d'aller explorer ses émotions, ce qu'il ressent, ses pensées et lui expliquer que les doutes et les peurs font partie des choses normales. Et surtout en tant que parent ou adulte, on ne doit surtout pas transmettre nos peurs aux enfants en fait. On doit les garder pour nous. Ouais, on doit les rassurer. Et une petite astuce très simple pour ça, c'est que souvent on a tendance à dire aux enfants ne fais pas ça. Déjà l'enfant on comprend fais ça, le ne pas ça enlève du cerveau. Genre il faut expliquer, il faut le rassurer. Il faut faire un phénomène inverse. Genre non ne fais pas ça, fais plutôt ça. Parce que du coup, l'enfant va entendre l'alternative qu'il doit faire à la place de ça. Mais quand l'enfant, on lui propose pas une alternative, il va être peut-être obstiné à aller essayer jusqu'à qu'il a la réponse à son truc. Mais par exemple, tu dis, c'est chaud, tu risques de te brûler. Si tu veux pas te brûler, viens plutôt jouer ici. Ouais. Et s'il n'écoute pas, laissez-le se brûler. Au moins, il saura qu'il ne pourra plus jamais retoucher, tu vois. Au moins, par lui-même, il l'aura appris, tu vois. Et je vois beaucoup de parents surprotecteurs et moi, parfois, mes sœurs sont inquiètes quand je joue avec mes neveux. Et en fait, elles sont fascinées aussi par la résistance de leurs enfants. Je dis, mais en fait, l'enfant réagit à vos peurs et vos inquiétudes, en fait. C'est une éponge. Si vous êtes triste, l'enfant va ressentir la tristesse. Si vous êtes confiant, l'enfant va dégager de la confiance. Donc, un enfant, c'est beaucoup plus résistant qu'un adulte. Et sur tous les plans, même sur le plan émotionnel. Un enfant fait mieux son deuil qu'un adulte. Ça ne veut pas forcément dire que ça ne laisse pas de traumatisme ou de choc. Oui, comme n'importe quel adulte. Mais il a souvent tendance à mieux le surpasser. Les enfants, quand on pose la question la mort des enfants, on pense que c'est un sujet tabou, mais ils ont une relation à la mort qui change complètement la vie. Ça peut même inspirer les adultes. Autant ils ont une relation. En fait, ça peut même leur donner une relation à la vie géniale. Et je crois qu'il y avait une histoire. Il y avait une histoire que j'aimais bien, c'est que je crois que c'est une petite fille où son chien meurt. Et on lui pose la question, mais t'es pas triste que ton chien soit mort? Elle dit, mais non, je suis pas triste, je suis content parce qu'il est venu, il a rempli sa mission, il est reparti parce qu'il a fini de remplir sa mission. Et en fait, tu vois comment l'enfant voit la chose. C'est nous les adultes qui avons tout dramatisé, et on le voit au ski. Je sais pas si t'as déjà vu au ski, au plus tu grandis, au plus c'est haut. Je sais pas, c'est haut quand même. Alors que les enfants, tu les vois, ils te dépassent comme ça, ils te font. Ouais, parce que déjà, ils ont une autre perception de l'espace, ils ont une relation à la peur que nous on n'a plus. Ils ont beaucoup moins peur. Et en fait, souvent, je me rends compte que la plupart des choses que l'on fait ou qu'on ne fait pas plus tard, c'est parce que on a laissé certaines peurs s'installer complètement et être une part de notre vie. Ouais. Donc, on a tous des traumatismes d'enfance, plus ou moins. On a tous des croyances limitantes, des peurs qui viennent de nos parents. Souvent qui viennent de nos parents. Ou du moins, si on n'a pas de parents, ça vient de l'absence de ce parent. Donc, on a toujours quelque chose en rapport avec ça. Et la raison et la chose principale que cherche tout être humain, c'est être heureux et être aimé. C'est vraiment, et tout part de là en fait. Et pareil, quand l'enfant fait des bêtises, il fait pas des bêtises parce que il veut attirer l'attention. Ouais, pour lui en fait, il s'est rendu compte que quand il fait des bêtises, peut-être le seul moyen qu'il a obtenu d'avoir l'attention du parent. Et le parent, il pense juste que l'enfant cherche juste à l'énerver. Non en fait. Lui, l'enfant s'est rendu compte que quand il faisait des bêtises, il n'y a que comme ça que les adultes lui donnaient de l'attention. Même si c'est pas la meilleure manière d'avoir l'attention, pour lui, c'est le seul moyen d'avoir de l'attention. Et ça, c'est important. Souvent,
on voit un changement radical chez les enfants très, très introvertis. Genre pendant 3-4 ans, on est fasciné. Oh, waouh, il est sage cet enfant, il est calme, il est discret. Ouais. Donc l'enfant commence à avoir plein d'intentions. Donc il renforce ce comportement-là. Mais à un moment donné, ça devient une évidence pour les adultes. Donc les adultes arrêtent de renforcer ce comportement-là. Donc ils disent c'est évident, ils arrêtent de le féliciter. Ouais. Et donc l'enfant d'un coup commence à être effacé. Il commence à avoir l'impression qu'il n'existe plus. Et donc il veut re-avoir de l'attention. Et cette fois-ci, il se rend compte que son comportement ne marche plus, donc il va changer d'un coup de comportement. Il dit ouais, je sais pas ce qu'il a pris, mon enfant il a changé du jour au lendemain. Ben, en fait, tu vas peut-être arrêter de lui donner de l'amour. Tu t'en as pas rendu compte, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de prendre un temps d'écouter les émotions des enfants, parce qu'on apprend sur nos émotions et sur les émotions de l'enfant. Et du coup, ce serait vraiment maîtriser certaines de nos émotions pour éviter de les influencer. Alors maîtriser, c'est bien trop gros mot. Alors c'est mieux que me contrôler. Maîtriser, je pense que ça se fait avec le temps. Je pense pas qu'on puisse maîtriser nos émotions à un moment. Je pense qu'on apprend à les canaliser. J'utiliserais plutôt le terme canaliser. Quand la colère est là, elle est là. Quand la tristesse est là, elle est là en fait. Quand on pleure, souvent c'est un détachement. Quand on verse des larmes, c'est parce qu'on essaie de se détacher d'une blessure. Donc il faut laisser pleurer en fait. Il faut pas lutter contre ça. Donc il faut laisser venir l'émotion, il faut accueillir l'émotion, lâcher prise, l'accepter, prendre conscience. Donc moi j'explique souvent que le changement c'est 4 étapes. La première étape c'est prendre conscience qu'on est triste. La seconde étape c'est accepter qu'on est triste. C'est déjà 80% du taf presque. Ouais. Troisième étape c'est lâcher prise. La quatrième étape c'est peut-être faire 2-3 petites actions. Genre si vous êtes triste, que vous avez accepté, que vous êtes lâché prise, allez vous isoler, allez vous faire du bien, allez vous prendre du temps pour vous quoi. Et après derrière on se rend compte que ça va beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'au plus on fera de la résistance, au plus on va retenir. Ouais. En fait, au plus quelque chose est raide, au plus ça a tendance à craquer. On dit le roseau, au plus il est dur, au plus il craque. Mais au plus la chose est souple et malléable, au moins elle craque en fait. Au plus elle est adaptée à la vie. Et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment ce qu'on a squeezé, qu'on a mis de côté. Ouais, dans l'éducation. D'accord, écoute, je te remercie. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Ouais, avec plaisir. Je vous retrouve pour la prochaine fois. Merci Junaid, merci à tous. Très bonne journée à vous, au revoir. Salut.